Sud Radio, Berkov dans tous ses états. A Trump nomination is a Biden win and a Kamala Harris presidency. This guy, and 2 weeks ago, he said, we're going to win in the landslide, we're going to win. About 3 days ago, he started saying, well, we want to do well. That's a big difference. Nous sommes en guerre, et oui, à tous les étages, à tous les étages. Évidemment, et heureusement, ce n'est pas la vraie guerre, ce n'est pas 40-44, ce n'est pas la grande guerre, faut quand même relativiser, et il faut rester dans la mesure. En revanche, ce qui se passe sur toutes les autoroutes de France et de Navarre, dans tous les départements, avec les agriculteurs, ça veut dire quoi? On va en parler. Et ça veut dire quoi quand il y a des chauffards qui tuent une agricultrice et sa fille? Et il se passe quoi? Notamment aussi, un peu plus loin, chez nous beaucoup plus loin, à Mayotte, où la violence règne. Et il se passe quoi quand Madame Sandrine Rousseau tweet plus vite que son ombre? Et il se passe quoi quand Monsieur Sylvain Tesson, un de nos plus grands écrivains, est traité comme un paria par un certain nombre de gens qui disent « Ah non, il faut pas que Monsieur Tesson préside le printemps des poètes, etc., etc. » Pourquoi? Parce que justement les deux poids deux mesures et l'imbécilité et l'absurdistan règnent en ce moment et il faut le combattre, hein, tout le temps. Et puis nous allons recevoir, en seconde partie de l'émission, l'auteur d'un livre passionnant sur l'Iran des mollahs, qui n'est pas seulement l'Iran des mollahs terroristes, c'est l'Iran de la mafia, du trafic d'armes, de drogue, du trafic de prostitution. Il a fait un livre choc, Emmanuel Razavi, et il va nous en parler en seconde partie de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces agriculteurs? Mais qu'est-ce qu'ils ont comme ça à occuper les routes, les autoroutes, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne vivons-nous pas dans la France la plus apaisée du monde? Ne vivons-nous pas dans la France la mieux dirigée du monde? Bah écoutez, apparemment, il y a des problèmes. On va en parler. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Une des plus belles chansons des années 70, elle reste culte, The Sound of Silence, le bruit du silence. Et le bruit du silence, c'est le bruit qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on va en parler. D'ailleurs, nous recevons la députée de Mayotte, mais on va parler d'autre chose avec elle, mais aussi, si elle veut intervenir là-dessus. À propos des agriculteurs, à propos des minutes de silence. Alors, d'abord, je rappelle les agriculteurs, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, 85 départements touchés. Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, la région Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, l'autoroute A7 est bloquée. Voilà, ça continue encore et encore. Jusqu'où? Alors, la réunion avec Matignon et Gabriel Attal n'a pour le moment rien donné, mais voilà, les négociations continuent, bien sûr. Personne n'a envie que ça tourne au drame. En même temps, effectivement, il faut s'occuper des animaux, il faut s'occuper des récoltes, il faut s'occuper de tout ça. Vous savez, les agriculteurs, il y a une chose, ils n'ont pas les moyens, eux, de rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en grève. Parce que, voilà, ça se passe tous les jours, l'élevage, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Et pendant ce temps-là, il y a eu ce que vous savez, il y a eu ce drame terrible, effectivement, de cette décès d'une agricultrice dans l'Ariège. Je rappelle que des chauffards, alors sous le coup d'une OQTF, mais c'est pas le problème de l'OQTF là ici, c'est le problème qu'il y a eu des chauffards qui ont foncé effectivement dans un barrage. Ce barrage a abrité, derrière il y avait une cantine et 2 personnes sont mortes. Hier, l'agricultrice et la petite fille, la fille de l'agricultrice, est morte hier soir de ses blessures. Voilà, ça s'est passé à Pamiers, dans l'Ariège, et c'est absolument... Alors,
discussion à l'Assemblée nationale. Et c'est là dont je voudrais vraiment parler. C'est extraordinaire. Écoutez-moi bien. Le président du groupe communiste, André Chassaigne, et bravo pour lui, a en effet demandé la tenue d'1 minute de silence dans l'hémicycle mardi après-midi, donc hier. Une demande soutenue par le groupe LR. Mais l'insoumis Éric Coquerel, la France insoumise, y a mis une condition exigeant, si cette minute de silence se tenait, qu'une autre soit respectée en hommage aux 2 adolescents de 14 et 18 ans tués la semaine dernière à Saint-Denis dans un contexte de tension interquartier. Alors là, je voudrais m'arrêter un moment. Quand il y a eu, et légitimement, la minute du silence pour Naël, vous savez, après le refus d'obtempérer, les manifestations qu'il y a eu, on n'a pas demandé une minute de silence pour Thomas, ou pour tel ou pour tel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, je ne ferai pas la minute de silence pour l'agricultrice et sa fille tuée si on ne fait pas en même temps Saint-Denis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est extraordinaire. Alors, voilà, Sylvain Maillard s'est opposé à la minute de silence, des écologistes aussi. Dites-moi. Alors ça veut dire quoi la minute du silence à l'Assemblée nationale? Encore les 2 poids et 2 mesures? On le fait, et c'est très bien pour Naël, tué par un policier, refus d'obtempérer dans des conditions très 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 compliquées, on le sait, et on ne le fait pas, et multirécidiviste et tout, Naël, et on ne le fait pas pour Catherine, l'agricultrice qui a été tuée, et sa fille aussi, qui a été tuée, il faut le dire. Et alors... Eh bien, on a demandé, le 27 juin dernier, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait codifié les usages pour les minutes de silence. Alors, il dit, celle-ci faite pour exprimer, dit-elle, la solidarité de la nation vis-à-vis des victimes d'un accident, d'une catastrophe ou d'un acte criminel d'une particulière gravité. Eh bien, doivent résulter d'une initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, soit d'une décision de la conférence des présidents. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, Catherine assassinée, Catherine, un accident, sa fille, eh bien, Alexandra, pardon, pourquoi j'ai dit Catherine, vous avez tout à fait raison de me corriger. Alexandra, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas, elle n'est pas été victime d'un accident, d'un criminel peut-être pas, mais d'un accident, vous le dites vous-même, Yael Braun-Pivet. Alors non, Catherine ne mérite pas la minute de silence de l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Mais enfin, et alors, on dit oui, mais alors, si vous faites pour elle, il faut faire aussi pour d'autres. Ah bon, c'est à la carte, c'est pas au menu, quoi. On fait, voilà, on décide. Mais qu'est-ce que c'est que ce caracolage électoraliste? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc... Une agricultrice, Patricia, peut mourir à la suite de chauffards qui sont rentrés sans faire attention ou pas. Je ne dis pas que c'était voulu ou pas, on ne le sait pas, l'enquête le dira. Enfin, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour faire 1 minute de silence pour Alexandra? C'est quoi cette histoire? Ah non, mais parce que on est occupé à autre chose. Mais oui, on est occupé à autre chose. On est occupé à quoi? Eh ben, aujourd'hui, lors du jour de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, du mercredi 24 janvier, on va voir si on va augmenter les frais de mandat des députés. Voilà. Les frais de mandat, vous savez, c'est l'avance de frais de mandat. Tout à fait légitime. Et on voudrait qu'elle passe de 5 645 € à 5 950 €, soit 305 € d'augmentation. Aujourd'hui. Bon, d'accord. Et je rappelle que les députés sont payés 7 493 € net par mois. Bien. Alors, je veux bien. Tout se discute. Il n'y a pas de problème. On ne met pas en question cela. Mais refuser 1 minute de silence en même temps que le lendemain, attendez, on revient, allez, on revient au quotidien, allez, il est temps d'augmenter. Il y a quand même quelque chose de... Je dirais, moi, je sais pas, j'interrogerai Estelle Youssoufa là-dessus, puisqu'elle est députée, mais je sais pas, ça me choque très, 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 très profondément qu'il y ait discussion pour savoir, je répète, s'il doit y avoir 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour ça. Il y a quand même quelque chose de terrifiant. Alors, les frais de mandat des députés, très, très bien. 300 € de plus, très bien. Tout le monde demande des augmentations. Mais alors, franchement, il y a une espèce d'impudeur, là, qui me gêne. Alors, évidemment, c'est l'impudeur des dates, peut-être. Mais enfin, quand même. En attendant, on va suivre ce qui se passe un peu partout. Et puis, vous aussi. Auditeurs de Sud Radio, si vous avez envie de réagir, 0826 300 300, vous réagissez là-dessus.
On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Après cette courte pause 0826 300 300, tiens, on parlera de Mayotte après la pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, encore une fois, on va parler de Mayotte avec la députée Estelle Youssoufa. Mais auparavant, nous allons parler, avant qu'il y ait cette chanson de Mayotte, cette très belle chanson, on va parler effectivement, juste, je voulais avoir votre réaction. Madame Youssoufa, vous êtes députée Lyotte de Mayotte, oui, c'est ça? Merci de m'accueillir sur Sud Radio. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que honnêtement, j'étais pas le seul, on a été très choqués par le fait qu'il y ait des discussions politiques autour d'une minute de silence. Alors je veux bien qu'on n'ait pas une minute de silence pour chaque drame. Je vais expliquer. C'est-à-dire que chaque mardi, tous les présidents de groupes parlementaires se réunissent. C'est ce qu'on appelle la conférence des présidents. Tous les mardis. Autour de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est tous les mardis matins à 9h. D'accord. Parce que l'ordre du jour à l'Assemblée nationale fait l'objet de négociations. Tout ce qui est discuté fait l'objet de négociations entre tous les groupes parlementaires. Et donc les minutes de silence ne sont pas du tout automatiques. Elles font l'objet de tractations. D'accord. Compte tenu des faits divers, pardon, excusez-moi, qui décide de faire ou pas une minute de silence? C'est cette conférence? C'est cette conférence des présidents. Les députés n'ont pas du tout voix au chapitre. C'est le président de groupe qui nous représente, en l'occurrence Bertrand Pancher ou Christophe Najlen, qui sont les coprésidents du groupe Lyotte, participent à cette conférence des présidents autour de la présidente Le Pen, la présidente Panot pour LFI, oui. Voyez, il y a le président Marlex, etc. Ils sont autour de la présidente de l'Assemblée nationale et ils discutent de l'ordre du jour. Et donc, ce que vous avez évoqué sur le drame de cette agricultrice qui est décédée en Ariège, en plus, les deux députés de l'Ariège sont membres du groupe Lyotte, donc autant vous dire qu'on est particulièrement attentif et inquiet de la situation sur place. C'est vrai que, en l'occurrence, quand il y a eu cette demande, comme précédemment, par exemple sur la mort de Thomas, il n'y a pas eu de minute de silence, alors que le Thomas, RN, je rappelle, assassiné à Crépol, qui avait provoqué une intense émotion. Mais comme la demande avait été portée par le Rassemblement national, il n'y avait pas eu la majorité au sein des présidents de groupe pour dire qu'il fallait une minute de silence parce que c'était trop chargé politiquement. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout un caractère automatique. Moi, je pense que même le fait que vous en parliez, ça traduit bien à quel point ces minutes de silence sont sensibles. Le problème, c'est que c'est instrumentalisé politiquement, que ça a moins de solennité. Si on écoute les uns et les autres pour faire des coups politiques, il y aurait des minutes de silence à chaque séance, ce qui n'est pas possible non plus. Et ça n'a pas empêché hier l'Assemblée nationale de ne parler quasiment que de la crise agricole lors de la séance des questions au gouvernement. Et on s'est levé à chaque moment par respect pour l'agricultrice qui est décédée, et dans la soirée c'était sa fille aussi. Je pense que tout à l'heure il y aura encore les questions au gouvernement à 14h. Ce sera à nouveau sur cette crise et en fait c'est une crise qu'on a vu venir. On alerte le gouvernement depuis des mois sur le malaise agricole et qu'il y ait eu ce drame nous bouleverse tous parce qu'en fait c'est une mère de famille avec sa fille. Notre collège Martine Frossier, parce que je veux en parler, elle me disait qu'elle était dimanche avec cette famille sur le barrage. À Pamiers en Ariège. Voilà, le collègue Laurent Panifou y était aussi hier après-midi. Ils se rendront tous les deux aux obsèques demain. C'est extrêmement dur. Oui, mais Estelle Youssoufa. C'est pas juste la minute de silence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas réduire ça. Non, mais la minute de silence est importante parce que ça touche tout le peuple français. Pardon, c'est très bien de se lever, d'être là, d'être haut. Mais je ne comprends pas pourquoi on fait pour Naël avec le refus d'obtempérer, très bien. Et encore une fois, personne ne désapprouve. Alors je vais vous dire, Berkov, je le comprends pas non plus. Je le comprends pas non plus. Et je suis pas certaine que le débat soit pas clos
Ça veut pas dire que si elle n'a pas eu lieu hier, elle peut pas avoir lieu dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, parce que je pense que l'émotion est extrêmement intense et sincère, et que effectivement, il y aura nécessairement un hommage de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment, et je suis pas décisionnaire. Espérons-le. Juste un mot, un commentaire sur ce que vous pensez sur la demande d'augmentation pour l'avance. Je dois vous dire que j'ai appris avec vous qu'il y avait une discussion sur l'augmentation des indemnisations des députés. Je n'étais pas du tout au courant. D'accord. C'est pas fait, c'est pas accordé, mais c'est demandé aujourd'hui. Non, c'est ce que j'ai dit, qu'il y avait une discussion dessus. Je ne savais même pas qu'elle avait lieu. L'institution parlementaire, elle fonctionne aussi sans que... On est 577 députés, on n'est pas dans la granularité de tout le fonctionnement, mais je comprends aussi que ça puisse choquer, parce que je sais que les questions de pouvoir d'achat sont extrêmement prégnantes pour tous. Moi, je fais aussi mes courses comme vous au supermarché. Je m'étrangle quand je passe à la caisse. C'est par exemple, à Mayotte, le panier alimentaire, il coûte 167% plus cher que dans l'Hexagone, sur un territoire extrêmement pauvre. 167%. Donc vous voyez, nous, quand on fait nos courses à Mayotte, la cherté de la vie, on sait de quoi on parle, et ça pèse beaucoup sur les dépenses des ménages. Donc je comprends que cette discussion pour dire il faut augmenter les parlementaires, qu'elle passe mal dans l'opinion. Je comprends que ça vous choque. Alors, Estelle Youssoufa, on va parler de Mayotte, justement, avec tout ce qui se passe en ce moment. Peut-être qu'on pourrait écouter. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je peux pas vous dire la banane que j'ai, parce que c'est de la radio, mais d'entendre Zili sur Sud Radio, qui est la fierté de Mayotte, qui est une très grande chanteuse. On est très heureux de son succès, et de l'entendre là sur votre antenne, ça me donne des frissons, un grand sourire. Mais vraiment, je suis très heureuse. Très beau, c'est une très belle chanson. Oui, Zili a beaucoup de talent, et sa carrière explose. On est tous très fiers à Mayotte. On l'entend tout le temps partout chez nous sur notre île, donc d'amener un peu de Mayotte sur Sud Radio, c'est très chouette. Merci. Écoutez, on le refera. Alors, dites-moi, Mayotte, hélas, très régulièrement on en parle, mais on a l'impression que alors on a parlé de ce qui se passait avec les Comores, l'immigration, de tous ces problèmes de sécurité, tous ces problèmes qui sont patents, et on a l'impression que parce que c'est loin, on s'en occupe pas. Enfin, c'est la France, et si on s'occupe pas de tous les territoires de la France, où qu'ils soient, et même à quelque distance qu'ils soient, à quoi ça sert? Alors aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes très importants? Alors en fait, moi je veux vous dire que je suis très reconnaissante à votre antenne, à Sud Radio, parce que vous vous accordez en fait beaucoup d'attention à Mayotte. Et pour nous, Mahoraises et Mahorais, ça nous fait chaud au cœur, parce que la situation est dure sur le terrain. Et il y a beaucoup de compassion et de solidarité de la part de tous nos compatriotes dans l'Hexagone. Et pour nous, c'est important. Et puis aussi parce que cette pression médiatique, elle pousse le gouvernement à agir. Jamais assez, c'est toujours en retard. Moi, je suis consternée de voir que les problèmes sur lesquels j'alerte le gouvernement des mois en amont, ça ne bouge pas, mais malheureusement c'est pas l'exclusivité pour Mayotte. On voit que les soucis sur lesquels les élus en alerte et que l'exécutif met du temps à réagir, c'est visiblement la norme. Par contre, ce qui est frappant, c'est pour Mayotte, on est dans une multicrise. Donc effectivement, il y a une crise migratoire qui prend de plus en plus d'ampleur, alors qu'on a l'impression que ça empire. Et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. On a la crise de l'eau, donc une crise structurelle qui maintenant, avec la saison des pluies, va en diminuant, mais en fait, elle va être chronique. Et donc, on attend que l'exécutif déploie toutes les réponses nécessaires pour la production d'eau potable pour le territoire, qu'on cesse de dépendre de l'importation de bouteilles d'eau, par exemple. Là, vous voyez que l'eau qui était distribuée en bouteilles à Mayotte, à cause de la catastrophe à La Réunion, cette eau est restée à La Réunion. Ce qui est normal par solidarité. Par rapport au cyclone, ils ont eu le cyclone, ils ont des coupures d'eau dans une vingtaine de communes. Donc, l'eau qui devait être acheminée à Mayotte est restée à La Réunion. C'est compréhensible, mais ça souligne à quel point les solutions sont fragiles, et que pour nous, cette eau, elle va manquer. C'est pas et c'est la fatalité. Oui, personne ne va le contester de dire qu'il faut que les Réunionnais soient aussi distribués, mais voilà, cette question, elle se pose. Et maintenant, on est avec deux problèmes extrêmement graves. L'île est à moitié paralysée. Il y a des blocages actuellement depuis plusieurs jours
avec des barrages, des grévistes, l'occupation des mairies, du conseil départemental, de la préfecture de Mayotte, parce que la population a atteint son point total de saturation. On est avec, depuis 6 mois, un camp de réfugiés qui est installé dans la capitale administrative, à Mamoudzou, dans un stade public, en pleine capitale administrative de Mayotte, dans la capitale départementale. Un camp de réfugiés comoriens d'Afrique. D'accord. Parce qu'une nouvelle route migratoire s'est ouverte, comme si on n'avait pas assez de problèmes à Mayotte. On découvre que les migrants africains arrivent maintenant directement du continent pour demander l'asile à Mayotte. Parce que c'est la France. C'est la France et parce que, effectivement, ils fuient des tragédies. Mais en fait, Mayotte, elle n'est pas en capacité d'accueillir davantage. Vous voyez déjà qu'on est complètement en saturation. Et ce camp a prospéré 700 à 1000 personnes. 700 à 1000 personnes qui vivent dans des tentes, qui font régner la terreur dans tout le voisinage. Donc les riverains n'en peuvent plus, ils viennent, ils saccagent, ils traumatisent la population, ils occupent un espace public, de quelle une partie installation. Arrivent-ils ? Ils arrivent des Grands Lacs, ils arrivent de Somalie. Mais je vais quand même décrire la situation parce que je pense que personne ici peut le comprendre. Ouais. On est dans ce que vous avez pu observer à Calais, en plein centre-ville. Dans un stade, sur une île où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sportives, donc maintenant plus personne ne peut utiliser ce stade. Bien sûr. Avec des personnes qui ont installé des tentes, maintenant qui sont en train de construire des bâtiments en dur, en récupérant des parpaings, des tôles, qu'ils masquent avec des bâches, et qui vont se servir, c'est-à-dire voler les riverains pour la nourriture, tout ce qu'ils peuvent trouver pour construire leurs abris, et puis qui prennent des sachets plastiques dans lesquels ils font leurs besoins, et ils vont déposer ça partout. Donc en fait, on est en train de vivre dans un camp humain abject, dans des conditions indignes, dans des conditions que la population ne peut plus légitimement supporter, parce que la zone fait l'objet de violences quotidienne. Il y a des affrontements entre migrants et la population. Et les agressions se multiplient. À Noël, ça a été un membre du conseil départemental et son frère qui ont été agressés. Le frère de l'élu a carrément été balafré, il sera handicapé à vie. Et conclusion de la justice, un petit peu de sursis et pas d'expulsion parce que c'était 2 Congolais qui ont commis les actes. Cette impunité, en fait, elle est insupportable. Et on a à Mayotte, quotidiennement, plus de 80 migrants qui arrivent tranquillement par bateau. Et maintenant, environ 80 à 100 Somaliens par semaine qui arrivent. Avec une nouvelle route migratoire, c'est-à-dire que... Ouais. Depuis quand de cette route migratoire ça dure depuis plus d'un mois. L'immigration africaine, ça fait depuis 1 an et demi. D'accord. Et là... Et ce camp, ça fait 1 mois. Ce camp, non, ça fait 6 mois. Ah, ça fait 6 mois, d'accord. Ça fait 6 mois, et il ne fait que grossir. D'accord. Donc le gouvernement a décidé, annoncé, parce que j'ai réussi à enfin alerter le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé le démantèlement de ce camp, sauf que l'inertie de la préfecture à Mayotte, qui a minimisé le problème, qui envoie des rapports complètement parcellaires à Paris, fait que les Africains ont très bien compris que ce camp allait devenir leur sésame pour avoir des papiers. Et maintenant, ils sont chaque jour plus nombreux à s'agglutiner dans ce camp. Et en fait, le problème ne fait que s'aggraver. La population a atteint la saturation totale. Moi, je redoute chaque matin de me réveiller en apprenant que l'insurrection a pris à Mayotte. Les gens parlent de s'armer, de descendre sur le camp, de faire des raids et de tout détruire parce que c'est insupportable. L'illégalité à Mayotte, elle crée des droits. Sur un territoire le plus pauvre de France, où il y a à peu près rien. Rappelez la population de Mayotte. La population officielle, c'est plus de 300 000 habitants. La population réelle, c'est 1 demi-million. On a la moitié de la population qui est en situation irrégulière, des étrangers. C'est pas une population xénophobe à Mayotte. Moi, je vous mets au défi dans l'Hexagone d'accueillir la moitié de la population qui est étrangère. Je pense que là, personne viendra nous expliquer ce qu'est l'hospitalité. Par contre, on est un désert médical. On n'a pas de place dans nos écoles. On n'a pas assez de production d'eau potable. On est une île, c'est-à-dire que l'espace est clos. Il n'est pas extensible.
On ne peut pas construire comme ça une école par jour pour accueillir toute la misère du monde. Que le pays découvre que Mayotte est à 500 km du continent africain, excusez-moi, mais en fait, il y a des cartes depuis quelques siècles. Il va falloir arrêter de nous dire que... les cartes, il va falloir arrêter de nous dire que Mayotte est prisonnière de sa géographie. Nous, ce qu'on demande, c'est la solidarité nationale pour la prise en charge de ces migrants, mais surtout que l'armée se déploie, que l'armée se déploie, la marine nationale, et empêche l'arrivée de ces bateaux. Parce que si cette frontière est grande ouverte, on va avoir réellement un effet d'appel d'air, mais un tsunami migratoire à Mayotte, et je pèse mes mots, parce que en fait là, la population est en saturation absolue, et moi je peux pas dire que la population a tort. Quand vous avez pas de place à l'école, parce que vous accueillez des enfants qui arrivent par bateau le matin même, qui n'ont jamais mis les pieds en classe, qui ne savent pas parler français, que à l'école on vous dit faut leur laisser la place, et puis qu'on met des enfants soi-disant qui sont au CP, qui sont en pleine adolescence, qui sont violents, qui sont musclés, qui sont en pleine explosion hormonale. Vos enfants, ils sont tout petits, ils se font tabasser, il y a des violences hallucinantes sur les chemins de l'école, et effectivement la vidéo que vous avez dont vous vouliez parler, qui décrit... Moi, j'ai partagé sur les réseaux sociaux cette vidéo qui filme ce que je dénonce régulièrement depuis mon élection, qui sont les barrages qu'on subit à Mayotte. Parce que c'est tellement impensable ici, où en fait, vous voyez quelqu'un qui est sur la route et puis il se fait aborder innocemment par des jeunes qui en fait sont assis sur une bonbonne de gaz, ils se lèvent, ils prennent la bonbonne de gaz et ils la balancent sur la voiture. Le chauffeur recule à toute vitesse et se prend le véhicule derrière qui est en train de filmer. Et vous avez une nuée de jeunes qui viennent pour agresser cet automobiliste. Moi, je ne sais pas ce qui est advenu de ce bonhomme, mais là, hier, j'étais à l'Assemblée et un collègue me dit « Estelle, j'ai cru que c'était une image qui arrivait du Venezuela ou d'Amérique latine. C'est une violence inouïe. C'est notre quotidien à Mayotte. » Et je ne plaisante pas. Mais Estelle Youssoufa, vous savez, en vous écoutant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes. Là, c'est un comprimé chauffé à blanc, mais il y a des personnes, à tort ou à raison, qui disent « Mais attendez, vous nous décrivez la France, là ». Oui, Mayotte c'est la France. Proportion gardée. Mayotte c'est la France et je pense Mayotte c'est la France. Ouais. Donc ce qu'il se passe à Mayotte se passe en France et ce qu'il se passe à Mayotte se passe dans certains quartiers de l'Hexagone. Et effectivement, nous à Mayotte, on demande à ce que le pays prenne conscience de la gravité de la situation et surtout prenne les mesures nécessaires. Il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter de ne pas nommer les choses. On est dans une situation extrêmement grave et dire que les droits de l'homme supplantent le droit à la vie de nos compatriotes, non, c'est plus possible. Et que là, quand vous voyez la réaction des gens, de nos concitoyens, qui disent à un moment légitime défense. À un moment, il faut que l'État utilise le monopole de la violence pour ramener l'ordre. Et qu'on ne peut pas laisser les populations désarmées, impuissantes, et dire vous tendez l'autre joue. Personne ne tend l'autre joue. Oui, sauf que ce que vous dites, effectivement, vous avez juste, pour le moment, pas oublié, je sais que vous y pensez, mais pour cela, il faut quoi ? Il faut du courage, il faut de la volonté. Où est le courage ? Où est la volonté ? Moi, vous savez, je suis députée. Tout le reste, pardon, ce que vous dites, c'est très important, et c'est très important que vous décrivez la réalité. Mais s'il n'y a pas le courage, la volonté d'affronter même une certaine popularité, etc., personne ne le fera. Moi, je pense que le courage et la volonté, les Françaises et les Français l'ont. Mais c'est pas eux qui dirigent. Je sais bien. Estelle Youssoufa. Ce sont des Français aussi qui dirigent. Oui, mais enfin... Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant du fait que Sud Radio parlait de Mayotte et que c'était capital pour nous. C'est pas capital parce que ça nous flatte, c'est vital. Et je pèse mes mots. Parce que Mayotte, s'il n'y avait pas la mobilisation des médias dans l'Hexagone, on n'aurait pas eu de distribution de bouteilles d'eau. Et vous, tous ici, avez sauvé des vies par la compassion et la solidarité du reste du pays. Et quand vous dénoncez cette situation de violence à Mayotte, vous nous venez en aide. Et c'est très important. Et moi, je pense que c'est la moindre des choses. C'est ce qui, c'est oui, mais je pense que c'est ce qui permet aussi à la décision politique de s'enclencher.
C'est très important parce que quand vous avez tous les messages des auditeurs, les messages en ligne qui disent, ça permet au gouvernement de demander et d'aller plus loin. Quand vous en avez 2-3 qui sont à l'Assemblée en train de vociférer en disant plus de droits pour les migrants ou touchez pas à nos pauvres petits, les délinquants qui sont en train de semer la mort, le gouvernement dit, non, il y a toute la France qui dit stop et vous êtes minoritaire et vous avez tort. Oui, mais Estelle Youssoufa, le problème c'est que Mayotte c'est la France, ça on le savait, mais beaucoup l'ignoraient. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas aussi, ou à tort ou à raison, se dire que la France, c'est peut-être Mayotte. Bien sûr, mais je pense que beaucoup de nos compatriotes en ont conscience, et je pense que le vent tourne. Parce que en fait, cette violence, elle est inacceptable, et que oui, il faut mettre sur la table la question de la responsabilité des mineurs criminels. Moi, j'ai des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, qui utilisent des arbalètes artisanales en utilisant des tiges en fer qui transpercent les portes et les fenêtres des voitures, des véhicules, qui tuent, qui peuvent tuer. Vous voyez, c'est 10-12 ans, c'est ça ce qu'affronte la gendarmerie nationale à Mayotte et la police nationale. Donc à un moment, on va pas pouvoir continuer à se gargariser à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il va falloir donner les moyens à nos forces de l'ordre de se défendre et de ramener la sécurité à hauteur des risques qu'ils prennent. Voilà, il faut faire des minutes de silence, mais il faut faire aussi donner les moyens d'empêcher tout ce que vous décrivez. Il faut donner les moyens à la justice et qu'elle condamne. Il faut sortir de cet aveuglement. Moi, quand j'ai le syndicat de la magistrature ou la présidente du tribunal à Mayotte qui dit il n'y a pas de problème avec la délinquance des mineurs à Mayotte, c'est marginal, alors que on est tous, nous, otages de barbares en culotte courte, mais c'est des barbares. Les policiers, les gendarmes à Mayotte, ils sont face à des gosses qui les tuent avec des cailloux. Chaque semaine, il y a des blessés extrêmement graves dans les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur ne communique pas, mais les forces de l'ordre, elles payent un lourd tribut à Mayotte, comme la population. Et nous, on peut plus l'accepter. Et oui, ça se pose pour l'ensemble du territoire national. Quand vous avez les narcotrafiquants qui prennent des mineurs pour commettre des actes extrêmement graves ou des meurtres, c'est bien parce qu'ils savent que ces jeunes sont dans une impunité totale. Donc il va falloir à un moment que nous, l'autorité, on réagisse. Estelle Youssoufa, il faudrait que vous continuiez à être à Mayotte, mais vous êtes à l'Assemblée nationale et heureusement. Et votre voix, elle porte. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup Estelle Youssoufa d'avoir été avec nous. Vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Et si vous nous écoutez à Mayotte, peut-être sur sudradio.fr ou sur l'appli Sud Radio, envoyez-nous vos messages sur le Facebook ou sur YouTube, on essaiera de vous faire réagir. On va marquer une courte pause dans Berkoff dans tous états. On va revenir dans quelques instants pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Mayotte. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Bonjour. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, on est toujours dans Berkoff dans tous ses états et on vous donne la parole au 0826 300 300. C'est Cécile qui nous appelle depuis Angers. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour André, bonjour tout le monde. Voilà, écoutez, moi c'est tout simplement pour dire que je soutiens à 1000% nos agriculteurs et vraiment je les salue, je les remercie de faire un travail de dingue pour nous nourrir, faire en sorte que ce pays puisse conserver un patrimoine non seulement alimentaire, culturel, paysager, et je suis dans un état de colère de voir tout ce qu'on peut leur infliger comme normes, comme contraintes, mais c'est indécent. Et je me dis, mais quand même, on est en France et ce pays est en train c'est la décadence, quoi. Dans tous les secteurs, c'est en train d'éclater. Voilà, donc merci à nos agriculteurs et courage à eux. Et voilà. Vous avez raison, Cécile, il faudrait arrêter un peu cette décomposition française. Besteban. Ouais. Oui, Cécile, il y a un auditeur qui vous demande si elle est encore... Ah, vous êtes encore avec nous, Cécile ? Non, c'est pas grave, on a perdu Cécile. On retrouve Jean-Paul de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Je vous ai écouté, André, évoquer ce petit problème qui paraît minime à côté de
toute la souffrance de ces agriculteurs, et hier et aujourd'hui d'autant plus, concernant les émoluments des députés. Voilà. Vous êtes le seul à évoquer ce genre de choses, je tiens à le préciser, et je trouve scandaleux qu'il n'ait pas trouvé le moyen de s'accorder pour faire une minute de silence pour ces pauvres personnes décédées. C'est scandaleux, voilà. Je suis d'accord. Donc, on est dirigé par des gens qui sont, pardonnez-moi le mot, minables, pour moi, et depuis longtemps. Et là, ils sont en train de chercher à s'accorder sur des petits euros, on va dire, alors que des personnes travaillent 3 fois plus ou 10 fois plus qu'eux pour gagner une misère. Tout cela est en plus lamentable à double titre. Voilà. Donc, je voudrais dire que je soutiens totalement les agriculteurs. Et je serais même prêt à verser à une cagnotte pour les soutenir. Parce qu'ils sont la partie immergée de l'iceberg de ce pays qui est en train de se fissurer partout et qui va finir par sombrer complètement. Parce que les agriculteurs actuellement, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent leur gagne-pain, bien sûr, mais ils défendent les petits commerçants, ils défendent les boulangers en même temps, les petits artisans. Tout à fait. Ils défendent toute cette France qui est en train de s'écrouler. Les petits... c'est pour ça que votre idée de cagnotte, c'est une bonne idée. On va peut-être en reparler. Et effectivement, il faut arrêter cette décomposition, il faut arrêter cette... Excusez-moi si vous permettez, parce qu'ils en auront besoin. Parce qu'ils sont tous les artisans et les commerçants qu'à force de pressurer, nous ne pouvons jamais faire grève, nous. Parce que si on fait grève, on meurt. Vous voyez, la différence avec la fonction publique, où il y a ces syndicats qui paient les gens à ne pas travailler, et tant mieux pour eux, c'est pas le problème. Mais nous, on ne peut pas faire cela. Tout à fait. Sinon, on meurt. Et les agriculteurs, ça leur coûte très cher. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Eh bien, écoutez, on va voir ce que nous pouvons faire. Et en tout cas, merci de votre, je dirais, cri du cœur. Oui, merci Jean-Paul. Et je vous confirme qu'une cagnotte va bien être lancée pour aider la famille de l'agricultrice qui a été tuée hier à Pamiers, André. Très bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Georges Brassens de rappeler cette vérité, non pas révélée, mais cette vérité de base. Alors, je ne voudrais pas traiter de quoi que ce soit Sandrine Rousseau. Quand même, elle a fait un tweet. Elle a fait un tweet qu'elle a retiré, mais elle l'a fait, ce tweet. Elle a fait, voilà ce qu'elle a dit. Vous savez, on venait d'apprendre la mort de Patricia, l'agricultrice, tuée par des chauffards, je rappelle, en BMW, 54 000 €, la BMW, paraît-il, mais enfin, peu importe. Et voilà ce qu'elle a écrit, Sandrine Rousseau, en tweet. Ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, c'était donc avant-hier, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible, et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Voilà une députée représentante du peuple, une personne tuée, avant de savoir ce qui se passait. Je veux bien, prêchons, je lui accorde tout à fait le bénéfice de l'ignorance. Mais enfin, ça y est, ce sont les agriculteurs, ce sont eux qui font... Ah oui, c'est inadmissible ce que font les agriculteurs depuis 2 jours. C'est inadmissible, écrit Sandrine Rousseau, qui vient nous faire la morale du matin au soir et du soir au matin. Mais ça suffit, ces gens. Mais c'est quoi, ces gens? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'elle sait de Sandrine Rousseau? À part le barbecue, c'est patriarcal. Et puis boire une bouteille au goulot, c'est masculin. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce bavassage ridicule, ce bavassage plat, ce bavassage... Oui, j'en perds mon latin et mon français. Cette espèce de salivation mononeuronale, c'est quand même... Alors je veux bien qu'on rigole, on dit mais ne t'attarde pas là-dessus. Non, si, je m'attarde. Parce qu'elle est députée, parce que Sandrine Rousseau est députée, parce qu'il faut avoir la responsabilité de son langage, et il faut avoir la rigueur de son irresponsabilité si on n'en a pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Charles Trenet, l'âme des poètes. Longtemps après que les poètes ont disparu, on a l'impression que, effectivement, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup de poètes, mais ceux qui en sont encore là, les écrivains, les vrais, les poètes, les vrais, on va les faire disparaître. Voilà ce qui s'est passé quand même avec Sylvain Tesson. Sylvain Tesson avait été choisi comme parrain de l'édition 2024 du Printemps des Poètes, qui doit se dérouler à Montpellier du 9 au 25 mars prochain. Voilà. Et donc, Sylvain Tesson, qui est un merveilleux romancier, qui est un formidable écrivain, qui est un voyageur, il y a eu des réactions.
Il y a une réaction comment Sylvain Tesson, choisi comme patron du parrain du printemps des poètes, et dans Libération, il y a une tribune signée par je ne sais pas 600 personnes dénonçant la domination d'une figure, écoutez-moi bien, figure de proue de l'extrême droite littéraire. Voilà. Maintenant, Sylvain Tesson est à la droite de Édouard Drummond ou de Doriot, etc. Dès que quelqu'un sort des passages cloutés de cette espèce de wokisme, de politiquement correct, de bien-pensance complètement résiduelle et complètement faisandée, comment on peut rien dire? On ne peut pas parler de son talent, on ne peut pas contester son talent, on ne peut pas contester ce qu'il vaut. Oui, mais il est d'extrême droite. Vous entendez? Il est d'extrême droite. Dès que quelqu'un a un tout petit peu de talent, il est d'extrême droite. Donc on l'écoute plus. Non, on l'écoute plus. Et qui sont ces gens? J'ai regardé. Mais les 3/4 sont inconnus au bataillon. Les 3/4, les 4/5e, totalement inconnus au bataillon. Ils essaient d'exister en signant des pétitions. Mais enfin, Sylvain Tesson, mais foutez-lui la paix encore une fois. Vous savez ce que c'est, ça? Je vous recommande, auditeurs ici sur Sud Radio, un bouquin de Buzelli qui s'appelle La révolte des ratés. Lisez ça, ou alors La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. 2 livres. La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole ou La révolte des ratés de Buzelli. Vous verrez qu'un certain nombre de médiocres n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les gens qui ont du talent de pouvoir s'exprimer. Ils essayent, les pauvres. Et là, ils attaquent quoi? Le printemps des poètes. Heureusement que beaucoup de gens, de Rachida Dati à beaucoup d'autres, ont protesté, évidemment. Ils sont pas complètement imbéciles. Ils se rendent compte ces médiocres qui signent des pétitions dans Libération. Quelle tristesse, quelle médiocrité. En prison, messieurs, en prison pour platitude. On marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h sur Sud Radio. On va parler d'Iran avec le face-à-face d'André Berkoff aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Face-à-face aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et surtout auteur de ce nouveau livre qui sort demain, La face cachée des mollahs. C'est aux éditions du Cerf. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Emmanuel Razavi, alors La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Je dois dire que c'est un livre que j'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir et d'intérêt. Parce que on parle beaucoup de l'Iran. L'Iran est un acteur évidemment premier, en tout cas un des acteurs les plus importants de la géopolitique internationale aujourd'hui. Ça, on le sait, on le savait depuis assez longtemps. Puis on va pas parler d'histoire de l'Iran, elle est plusieurs fois millénaire, donc ça c'est autre chose. Mais vous nous apportez beaucoup de révélations dans ce livre. Je dois dire vraiment, je le recommande parce que vous racontez effectivement cette face cachée. Vous le reconnaissez comme ça, un tout petit peu, vous dites mi-nazi, mi-Corleone, mi-totalitaire, terroriste, etc., et mi-mafia. Et quelle mafia? Honnêtement, vous racontez justement, on en parle très peu de cela. Mais auparavant, donc, Emmanuel Razavi, vous êtes grand reporter, vous êtes journaliste. Depuis longtemps, vous avez parcouru non seulement le Moyen-Orient, mais ailleurs. Mais là, on va vraiment faire l'inventaire, mais il y a des choses incroyables. Et donc, je rappelle que le régime de l'Ayatollah Khomeini, la République islamique d'Iran, existe aujourd'hui depuis 45 ans. 45 c'est bien ans, ça. Exactement. Et ce régime, alors, en 45 ans, est-ce qu'il est resté le même? Je veux dire par là que les bases, on va pas revenir sur les théories, mais enfin les bases sont les mêmes. Le régime est toujours aussi totalitaire. On a vu ce qui s'est passé avec les femmes qui se dévoilent. Vous en parlez dans le livre. Je veux dire, on est toujours au même point pratiquement, ou plus grave ou pas. Alors, c'est une vraie question d'actualité que vous posez, André, parce qu'en fait, le régime aujourd'hui connaît quand même des dissensions en son sein. Il y a évidemment ce qu'on appelle, ce que je nomme les khomeïnistes dans le livre. Ce sont ceux qui sont issus
de la révolution islamique de 1979, qui sont très clairement en fait qui sont des fous furieux, qui sont des idéologues durs, d'ailleurs qui sont assez partisans d'une régionalisation du conflit, on y reviendra peut-être. Et puis en face de ça, vous avez un courant qui est plus pragmatique, qui est un courant qui considère aujourd'hui qu'il faut quand même un petit peu lever le pied, qu'il faut adoucir, si je puis dire, en fait, modérer tout ça un peu. Modérer, oui, ils ont peur, notamment. Alors moi, c'est ce qu'ils me disent parce que je le raconte dans le livre. Je discute aussi avec des gens qui sont à l'intérieur de l'Iran et notamment en fait proches du régime. Et parmi ces gens-là, un certain nombre disent aujourd'hui, il faut qu'on arrête. D'abord et d'une parce qu'il y a une révolution générationnelle, qu'on le veuille ou non, en fait, en Iran. La moyenne d'âge en Iran, c'est 32 ans. À peine. La moyenne d'âge de la population. De la population. Et donc, il y a un phénomène contre lequel, de toute façon, on ne peut pas aller avec la religion, parce qu'ils ont commandé, la République islamique, il faut le savoir, commande des études en fait sociologiques en fait sur la population et qui leur montrent bien, et c'est une inquiétude, qu'il y a une rupture entre la population en fait iranienne, alors pas à 100% évidemment, mais entre 75, les chiffres en gros, c'est 75 à 80% en fait de la population iranienne qui aujourd'hui est en rupture avec la République islamique d'Iran, avec l'islam politique tout simplement en fait, qui est incarné en fait par par les mollahs. Mais en rupture évidemment, en rupture intérieure, idéologique, intellectuelle, mais eu égard au régime qui est quand même très très dur et fort, est-ce qu'ils peuvent l'exprimer ? C'est toute la question. On a bien vu comment ça se passait. À chaque fois qu'il y a eu en fait des phases de contestation en Iran, elles ont été réprimées dans le sang. Vous avez parlé de la révolte du voile, qui a commencé en fait il y a un peu plus d'un an et demi. Vous avez vu les centaines de gens qui ont été tués, blessés, les milliers de gens qui ont été arrêtés. Je rappelle que parmi les gens en fait qui sont arrêtés, lorsqu'ils sont emmenés à la prison, vous savez, on parle souvent de la prison d'Evin, la prison de Téhéran. Il y a des dizaines de prisons comme ça en fait en Iran. Et la porte d'entrée pour les garçons comme pour les filles, en général, c'est le viol. Donc systématique, vous voulez dire ? C'est quasi systématique. Vraiment, c'est quasi systématique. C'est vraiment un mode opératoire pour affaiblir, en fait. C'est ce que disent. C'est pas moi qui le raconte. Il y a des témoignages là-dessus. C'est ce que disent en fait les bourreaux pour affaiblir, en fait, enlever toute volonté de résistance. Donc ça commence par là. Ça peut aller plus loin encore. Je l'ai raconté en fait dans le livre. Donc la répression, si vous voulez, aujourd'hui, elle est extrêmement forte. Face à une population, si vous voulez, qui aujourd'hui, politiquement, sociologiquement, n'est plus alignée, en majorité, sur le régime. Mais cette population, si vous voulez, elle a pas d'armes. Elle a pas envie, de toute façon, les gens que j'ai interviewés le disent eux-mêmes, ils ont pas envie de rentrer dans une guerre civile. Et puis, en face d'eux, ils ont le corps des gardiens de la révolution, c'est les passes d'Aran, les fameux passes d'Aran qui tiennent une très grosse partie de l'économie iranienne, mais qui sont le bras armé du régime. Et je pèse mes mots quand je dis le bras armé. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment les organisateurs de cette répression féroce. Alors oui, c'est ça, vous montrez bien qu'il y a l'armée iranienne et il y a les passes d'Aran, les gardiens de la révolution. Il y a en fait deux armées et on a l'impression que l'armée des passes d'Aran, des gardiens de la révolution, est plus puissante que l'autre. En tout cas, elle dirige. C'est ça. Mais vous savez, moi je compare souvent en fait le corps des gardiens de la révolution, donc les passes d'Aran, c'est un peu en fait ce qu'était en fait la SS par rapport à la Wehrmacht. En Iran, vous avez une armée officielle, Artesh, qui est l'armée nationale, et puis vous avez cette milice paramilitaire qui est aujourd'hui considérée comme une armée, d'ailleurs qui, en général, lorsqu'elle communique, se positionne comme une armée, mais qui a pris le pas complet sur l'armée en fait nationale iranienne. Elle dispose en fait de sa propre, le corps des gardiens de la révolution dispose de sa propre aviation, de sa marine. Ils ont une aviation spécifique. Oui, bien sûr, leur propre marine, ils ont leur force spéciale. Bien sûr, ils ont leur propre service de renseignement. Ils ont une organisation qui est en charge des opérations extérieures. On parle souvent de la force Al-Quds, c'est cette force-là. Donc c'est un véritable, d'ailleurs plus qu'une milice paramilitaire ou qu'une armée bis. C'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Et ce que ne savent pas, je pense, beaucoup de vos auditeurs, c'est que, parce que c'est assez méconnu, c'est qu'elle a été créée en fait dans la région parisienne. Je le raconte dans le livre. C'est d'ailleurs Mohsen Shahzegara qui en est le cofondateur, qui me raconte ça, que j'ai très longuement interrogé, et qui me raconte qu'en 1978, pendant l'exil de Khomeini, à Naufle-le-Château, précisément, donc il rejoint en fait l'ayatollah Khomeini, et là il le convainc quand même de monter ce qu'il appelle à l'époque une armée du peuple. Ça s'appelle pas encore le corps des gardiens de la révolution, parce que, dit-il, on ne peut pas avoir confiance dans l'armée
iranienne. Donc, il faut une deuxième armée, en fait, pour faire le contrepoids, voire pour la contrôler. Et donc, tout est mis en place par Mohsen Shahzegara, en fait, depuis Paris. Et puis, bon, on connaît la suite, hein. Le Shah d'Iran tombe, donc début 79. Khomeini rentre dans les semaines qui suivent, avec Mohsen Shahzegara, bien sûr. Et là, le corps des gardiens de la Révolution se met en place. Et au-delà, je dirais, de l'arsenal répressif dont je parlais, il va mettre la main sur 60%, 60 à 70% de l'économie iranienne. Et fort de ses richesses. C'est ça qui est extraordinaire. Ils mettent la main vraiment sur 70%, enfin la majorité absolue, enfin l'économie à la presque totalité. Quoi. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est très simple. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ça commence d'ailleurs de façon, c'est presque un gang en réalité qui s'organise. Ils rentrent dans les maisons, alors des maisons soi-disant d'opposants, parce qu'on est très vite classé sur la liste des opposants, évidemment, par le régime, par la République islamique à l'époque. Et très clairement, ils commencent à dire aux propriétaires de ces maisons, écoutez, vous allez nous faire des dons, vous allez venir à la banque en fait avec nous, vous allez nous céder en fait tout ce qu'il y a sur vos comptes, vous allez nous céder votre entreprise. Et on dit ça le revolver au rein. Et on dit ça évidemment le revolver en fait sur la tempe. Parfois après avoir violé une fille ou une femme, ça se passe d'une façon extrêmement violente à l'époque. Et puis arrive la guerre entre l'Iran et l'Irak. Ce sont les années 80 et 80-88, c'est ça. Elle dure 8 ans exactement. 8 ans. Et ce corps des gardiens de la Révolution va s'illustrer quand même sur le front. Et ils vont être considérés à leur retour en fait en Iran après la guerre quasiment comme des héros. Ils vont bénéficier de fait de beaucoup de soutien en fait de l'État, de beaucoup d'aide, notamment en fait j'en parle, des prêts à taux zéro, des subventions. À taux zéro qui rembourse jamais évidemment, des subventions, et ils vont de fait peu à peu en fait mettre le doigt en fait vraiment dans le business. Et puis derrière il y a les années Ahmadinejad, ce président iranien qui est élu en 2005, qui lui-même est issu du corps des gardiens de la Révolution et qui là va les faire monter dans quasiment tous les ministères. On va en parler, c'est intéressant. Et comment, effectivement, vous parlez de la structure mafieuse de ce régime, qui est assez inconnu, en tout cas, ou presque, et que vous dévoilez tout de suite après cette petite pause. Et puis avec vous aussi, comme tous les jours, 0826 300 300, on vous donne la parole. On prend toutes vos questions au standard, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Mais non. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Emmanuel Razavi, la face cachée des mollahs. Et Emmanuel Razavi, dans ce livre que je vous recommande, qui sort demain, raconte effectivement cette ascension irrésistible, il faut dire en tout cas, pour le moment irrésistible, de régime, des gardiens de la Révolution, des passedarans, de la mainmise sur l'économie, de la répression sur la population qui est effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire, féroce. Et alors, vous justement, on parlait d'Ahmadinejad, on parlait de tout ce qui se passait. En fait, une grande partie de votre livre, vous racontez justement ce côté, je dirais, à la fois cartel terroriste d'un côté et cartel mafieux. C'est-à-dire, il y a le syndicat du crime, la cartel terroriste et le côté mafieux. Et on va parler qui s'acoquine avec d'autres mafias du monde entier. Enfin, en tout cas, d'une certaine partie du monde. C'est pour ça, l'Iran n'est pas seul sur cette planète. Et puis on sait ce qui se passe. Enfin, on sait. Voilà. Vous parlez du Hezbollah, vous parlez du Hamas, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est, au fond, vous dites, il y a quand même une espèce de corruption, de trafic généralisé. Ah, mais en Iran, le trafic est partout. En réalité, alors, je le rappelle pour vos auditeurs, aujourd'hui, l'Iran vit une crise économique sans précédent. Vous avez, Massomenos, plus ou moins, vous avez 60% d'inflation en fait en Iran. Vous avez plus de la moitié... 60% d'inflation. 60% d'inflation, ouais. Au bas mot. Vous avez en fait... plus de 50% des Iraniens qui se nourrissent une seule fois par jour, qui ne peuvent pas faire davantage. Vous avez en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Enfin, écoutez, mais c'est un pays qui s'est paupérisé. On est dans une situation qui est absolument tragique, et à nouveau, je pèse mes mots, en fait, en Iran. Vous avez aussi une donnée qui est très importante, environnementale, c'est que près de 2/3 du territoire iranien vit sous stress hydrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une grosse partie de la population iranienne n'a même plus accès à l'eau potable. Donc, vous voyez que la situation est dramatique. Comment ils font
Eh ben, écoutez, ils font avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir en fait de l'eau, il faut acheter des bouteilles d'eau. C'est très compliqué. C'est bien pour ça qu'il y a eu des manifestations. Je rappelle que bien avant, en fait, les manifestations, en fait, Femmes, Vie, Liberté, vous avez eu des manifestations d'ordre économique en Iran. Elles ont été réprimées. C'était il y a quelques années, et que derrière ces manifestations, en fait, le voile est très symbolique. C'est l'un des piliers du régime. Mais il y a cette réalité économique. Et pendant que les Iraniens, en fait, aujourd'hui, se débrouillent, ils n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller. Ils voient en fait que des fortunes se sont construites parmi en fait les dignitaires du régime. Quand je dis les dignitaires du régime, je parle bien sûr en fait du clergé, je parle des mollahs, je parle aussi du corps des gardiens de la révolution, parce que tous ces gens se sont entendus quasiment dès l'avènement de la République islamique pour mettre la main en fait sur les richesses et évidemment en fait générer en plus une économie parallèle, parce qu'une grosse partie de l'économie aujourd'hui en fait en Iran, c'est une économie parallèle. Alors, vous faisiez allusion en fait au cartel mafieux, c'est que très rapidement, si vous voulez, fort de leur richesse, ils ont commencé à investir dans plein de business. Ils ont investi justement dans quel domaine? Alors, le cartel et la mafiosisation du pays, hélas, enfin du régime en tout cas, c'est passé comment? C'est-à-dire d'abord, on parle de milliards de dollars, même de centaines de milliards centaines de milliards de dollars. Écoutez, un agent de la DEA qui a enquêté pendant très longtemps là-dessus, qui continue d'ailleurs d'enquêter là-dessus. Il m'a dit, au moment où je publiais le livre, où je revérifiais les chiffres, il m'a dit, écoute, tu peux publier en fait ces chiffres-là parce que ceux qu'on donne sont justes, mais en réalité, on est très, très, très loin du compte. Moi, je parle aujourd'hui évidemment de près de 150 milliards en fait de dollars en fait d'argent en fait qui sont blanchis. Lui me dit que les sommes au final sont beaucoup plus importantes. Et donc, ça vient de plusieurs trafics. Ça vient bien sûr en fait du trafic. En fait, il y a le trafic d'armes, il y a le trafic de drogue. Donc, les Iraniens, le corps des gardiens de la révolution et son proxy en fait le Hezbollah, qui est sa filiale, au Liban, au sud Liban. On passait des accords en fait avec des cartels colombiens et mexicains en fait pour à la fois en fait importer mais aussi en fait exporter, acheminer y compris en Europe. C'est important de le dire parce qu'en ce moment on parle beaucoup de drogue et de lutte contre la drogue. L'Iran est un narco-État aussi. Trempe dans ce système-là. Et l'Iran même, c'est-à-dire que les produits d'Iran arrivent en Europe, sans problème. Écoutez, il y a certains produits en fait qui sont aujourd'hui acheminés en fait par les Iraniens, les gardiens de la Révolution et leurs affidés du Hezbollah qui arrivent à Paris, qui arrivent à Toulouse, qui arrivent à Annecy. Enfin, c'est ça la réalité. Le Captagon dont je parle, qui est fabriqué, qui est une drogue de synthèse, qui est fabriquée en Syrie. Tout ça est fait en fait en partenariat avec le Hezbollah libanais et le corps des gardiens de la Révolution. C'est important parce que le Hezbollah libanais n'est pas quelque chose de totalement autonome, c'est quelque chose qui répond aux ordres des gardiens de la Révolution. Le Hezbollah ne bouge pas sans instruction de l'Iran. Écoutez, jeune journaliste, mais je crois que vous avez connu ça beaucoup mieux que moi, André, que vous connaissez ce terrain encore mieux que moi, mais jeune journaliste, j'allais au sud Liban, je me souviens être allé en fait dans des places tenues par le Hezbollah, j'entendais parler le persan. Et je ne comprenais pas, je me disais mais comment se fait-il? Enfin, on est au Liban et c'était des gardiens de la Révolution qui étaient là, qui formaient en fait les futurs cadres du Hezbollah. Ils s'en cachaient pas d'ailleurs, parce qu'ils le disaient très clairement en fait aux journalistes. Donc oui, bien sûr, c'est la machine, le Hezbollah. Donc blanchiment d'argent. Alors blanchiment d'argent dans tous les domaines. Alors blanchiment d'argent. Alors bien sûr, il y a l'argent de la drogue, il y a l'argent des armes. Pour blanchir l'argent, qu'est-ce qu'ils font? C'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais il y a des investissements dans des programmes immobiliers, notamment en fait en Turquie. Il y a également en fait, des investissements dans des casinos. J'ai parlé en fait de Chypre, de Macao. Donc c'est une machinerie qui est identique à ce que font en fait les mafias, ou la mafia italienne. Ils ont repris exactement le même modèle. Et ce qui est assez intéressant, lorsque je m'entretiens avec Mohsen Shazegara, donc le cofondateur des Gardiens de la Révolution, lui-même en fait il me le raconte, il me dit en fait c'est devenu une mafia, c'est devenu une véritable pieuvre. Ce sont en fait, ils ont fait Corleone, mais à la sauce à la sauce chiite iranienne. Exactement, c'est Don Corleone à la sauce chiite iranienne. Et les mafias utilisent aussi la terreur de toute façon pour faire taire les gens en fait qui les dénoncent, qui les contestent, qui les combattent. On voit bien les narcotrafiquants du Mexique et autres. C'est exactement ça. Et les Iraniens en fait utilisent les mêmes méthodes. Et d'ailleurs, quand on rentre réellement, si vous voulez, dans la nature, dans l'essence de ce que sont les Pasdaran, les Gardiens de la Révolution, on comprend en fait que le régime de la terreur a été mis en place, non pas tant pour des raisons idéologiques, mais pour qu'on ne vienne pas contester leur mainmise sur l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, ils entendent le garder, il n'y a pas de discussion en fait sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très difficile de discuter avec les Gardiens de la Révolution, parce que
il y a des dissensions, c'est comme au sein du régime. Il y a une jeune génération qui est apparue aussi au sein des gardiens de la Révolution, qui disent très clairement d'ailleurs, quand on les interroge, qu'ils n'ont pas envie de tirer pendant les manifestations sur les jeunes parce que ça peut être un voisin, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'ils connaissent, et qu'ils voudraient que ça change. Mais revient dans les entretiens que j'ai pu avoir avec eux, toujours la question de l'argent. Et ils disent, oui, mais nous, on voudrait bien que ça cesse. Et le problème, c'est que si ça s'arrête, nous, qu'est-ce qu'on devient ? Voilà. Est-ce qu'on garde les mêmes prérogatives ? Donc, ce que vous voulez dire, en fait, et ce que vous montrez aussi dans votre livre, Emmanuel Razavi, c'est qu'il y a à ce niveau-là, il y a beaucoup de milliardaires. En tout cas, il y a des gens qui se sont enrichis de manière plus qu'exponentielle. À commencer, en fait, par le guide de la République islamique, Ali Khamenei. Voilà, on estime à minima sa fortune à 95 milliards de dollars aujourd'hui. En fait, l'ensemble des actifs sur lesquels il règne. Donc bien sûr, ce sont des fortunes colossales qui se sont montées. Ce qui est assez intéressant, j'en touche deux mots aussi, c'est que les enfants de tous ces dignitaires, attention, vous savez à quel point ils font régner la terreur. Dès lors, vous avez vu toutes ces jeunes femmes qui ne voulaient pas porter le voile, qui sont retrouvées emprisonnées, violées, torturées, etc. Pendant que les enfants des dignitaires iraniens font des fiestas, pour appeler un chat, des partouzes dans les beaux quartiers en fait de Téhéran, ou vont faire la même chose en fait à Ibiza, ou dans les villes propices à la fiesta. Donc on est, si vous voulez, aujourd'hui dans cette espèce de dichotomie en fait en Iran que ne supporte plus de toute façon cette nouvelle génération. Encore une fois, l'Iran est un pays. C'est à la fois un pays ancien et c'est un pays très jeune. Voilà. Et donc, les mollahs doivent composer, pour revenir à votre question de départ. Quelque part, ils le voient bien. Ils voient bien qu'à un moment donné, il faut quand même régler cette question, ce qui explique la rupture. Voilà. Une partie d'entre eux aujourd'hui, et c'est important, je le dis, pour un certain nombre d'analystes qui étudient ça, mais aujourd'hui, une partie des idéologues du régime pensent qu'il faut refaire en fait à peu près la même stratégie que pendant la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire qu'en allant sur des conflits extérieurs, ils vont ressouder en fait la population iranienne autour d'eux. Je ne crois pas que ça marche. Vous croyez que ça a été une des dimensions de ce qui s'est passé avec le Hamas, le Hezbollah, etc. ou pas? Alors, ça, franchement, est-ce que ça n'a rien à voir? Non, alors je suis pas sûr de ça, parce que je pense que l'opération en fait du Hamas est une opération qui a été menée depuis un certain temps, qui avait été préparée depuis un certain temps, que les mollahs, qui étaient parfaitement au courant, ont utilisé en fait le Hamas dans le cadre de leur guerre contre Israël. Très clairement, il y a une vraie guerre, il y a une guerre secrète qui se joue secrète qui n'est plus si secrète que ça, entre Israël en fait et l'Iran. Je pense que les mollahs, en tout cas les khoméinistes, sont réellement dans ce logiciel en fait de djihad global qui passe par l'éradication d'Israël. Ouais. Ça, il faut pas le sous-estimer. Quand on discute en fait avec des clercs en fait du régime, ils le disent avec force. Et conviction. Ça c'est une réalité. Après, si vous voulez, les conséquences évidemment de ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est-à-dire évidemment l'activation du Hezbollah, l'activation en fait des Houthis, et puis les bombes sur Gaza, exactement, Gaza et tout ce qui se passe en fait aujourd'hui, évidemment pourrait amener, selon certains clercs du régime, mais je pense encore une fois qu'ils se trompent. Voilà, l'Iran a se ressouder, mais on voit bien. Pour le moment que ça marche pas. Oui, c'est pas là-dessus que ça va se passer. Non. On va en reparler, Emmanuel Razavi, on continue à en parler. En tout cas, c'est absolument passionnant. En tout cas, le système, ce que vous avez fait dans votre livre et qui est vraiment très intéressant, c'est la mécanique. Comment fonctionne cette mécanique d'un régime, d'ailleurs, comme tous les régimes totalitaires. Mais ce régime a des spécificités qu'il importe de connaître. Et puis, ça nous concerne évidemment directement. Et puis vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio, le Twitter, le Facebook, le YouTube, et bien sûr vous nous appelez 0826 300 300. On revient dans un instant, ne bougez pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h30 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et on reçoit aujourd'hui, on continue cet entretien avec Emmanuel Razavi qui vient nous voir pour ce nouveau livre, La face cachée des mollahs, aux éditions du Cerf, qui sort, faut-il le rappeler, demain. Alors justement, Emmanuel Razavi, on parle de tout ça et c'est passionnant. Parlons du blanchiment, on a commencé à en parler, et justement, dans votre livre, vous racontez, et je voudrais que vous racontiez l'histoire du U-turn. Le U-turn, c'est évidemment quand on fait un virage à 180 degrés,
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Cet or, cet argent, comment il est justement blanchi? On dirait une chanson de Bernard Lavilliers. Enfin, on a l'impression d'être... voilà. En fait, c'est très intéressant parce que votre comparaison avec on se dit, mais les mafias du monde entier se suivent et se ressemblent. Alors, il y a le manteau religieux ou autre, mais le reste, ça fonctionne de la même façon. Ah oui, alors, encore une fois, l'idéologie n'empêche pas à un moment donné qu'il y ait un système mafieux, qu'il puisse y avoir une convergence entre les deux. Le système du U-turn est assez intéressant parce que, évidemment, l'Iran, je vous apprends rien, c'est quand même un État qui est un État sous sanction. Donc, ils ont besoin quand même de faire circuler des liquidités à l'international, ce qui n'est pas simple. Et donc, parmi en fait les fonds en fait qu'ils blanchissent, il y a un certain nombre en fait de sommes qui proviennent en fait de l'or, de lingots d'or en fait qui partent en Turquie. Alors, comment vont-ils en Turquie? Tout simplement parce qu'ils sont transportés par des Iraniens qui passent la frontière. Il faut rappeler que les passes d'Aran, ils tiennent tout en Iran. Et donc, y compris, en fait, les frontières. Donc, ils sont à la fois, je le dis toujours, les gendarmes et les voleurs, en réalité. Donc, ils sont ceux qui braquent et ceux, en fait, qui donnent... une simplification, vous voyez. Exactement. Voilà. Un bon management. Et ils ont, en fait, mis en place, si vous voulez, des bureaux, en fait, qui sont des bureaux de change en Turquie. Dont un, dont je parle, dont on a pu suivre, enfin, qu'on a pu retrouver localisé, qui est sous la tutelle, en fait, de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Et donc, cet or, en fait, est transformé en liquidité sur le marché noir en Turquie. Ces liquidités, donc via ces bureaux de change, elles sont transformées en fait en devises. Elles partent donc dans des pays comme la Suède, comme la Suisse. Ensuite, elles arrivent au Canada. Mais aux mains de gens, voilà, c'est très difficile donc de tracer. Quand elles arrivent là-bas, elles sont toujours aux mains de qui? Alors, elles arrivent en général auprès de fils, de neveux, de nièces, de gens en fait du régime, qui sont installés là-bas, qui prennent en général donc 80% du montant pour eux, d'accord, mais qui reversent une obole de 20% à des centres islamiques chiites, évidemment qui dépendent du régime et qui font remonter le pognon. Il y en a, je parle de l'un d'entre eux, donc qui est à Houston, au Texas, mais il y en a un peu partout en fait dans le monde. Donc c'est un système qui est parfaitement bien pensé. Ça me fait penser rodé, huilé, quoi. C'est archi rodé, archi huilé. C'est un système mafieux à 100%, parce que les mafias ont utilisé des systèmes comme ça en fait par le passé. Vous avez des films qui racontent ça. Donc on est encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, dans un système à la Corleone en fait, où la religion est utilisée en fait pour au nom du business en réalité, tout simplement. Et ça porte sur des centaines de milliards de dollars, il faut le rappeler. Alors, encore une fois, on est sur des centaines de milliards de dollars. Une partie de cet argent, je le dis, c'est important parce qu'il y a cet ancien agent infiltré irano-iranien qui travaillait pour la DEA, enfin pour le FBI et pour la DEA, qui a accepté de témoigner, qui me dit quand même une partie de cet argent, il faut le marteler, c'est de l'argent qui sert à financer des attentats terroristes. Et on voit bien que c'est de l'argent qui vient donc de la drogue et qui à un moment donné, ce mélange devient en fait armes, bombes, donc attentats. Armes, drogue, prostitution aussi. Alors prostitution aussi, oui. Alors prostitution toujours aux mains en fait des passes d'Aran, prostitution enfantine d'ailleurs. Alors évidemment en fait beaucoup en fait de cette prostitution malheureusement en fait vient d'Afghanistan. Il y a beaucoup de réfugiés afghans en Iran et donc ils chopent en fait des enfants très souvent. Qui ont 13, 14 ans, et les prostituent en fait dans le Golfe Persique, dans les pays en fait arabes du Golfe, les vendent, les marient évidemment contre argent. Donc quand je parle de tragédie que vit l'Iran, c'est une réelle tragédie parce que voilà comment s'est transformé en fait ce pays en l'espace de 45 ans. Ce pays millénaire, la civilisation millénaire. Une grande civilisation, bien sûr. Voilà, et c'est important pour moi de le souligner parce que, vous le savez, je suis d'origine iranienne, donc je suis un journaliste un peu particulier. Vous êtes né en Iran? Alors, je ne suis pas né en Iran, moi je suis né en France. Je suis d'origine iranienne, mais je connais l'Iran, bien sûr. Et si vous voulez, quand on voit que tout ça est parti, quand même, de Paris, il ne faut pas oublier que Khomeini, en 78, était exilé, on en parlait tout à l'heure. En fait, ici... Sous la protection de la France, d'ailleurs. Exactement. Le gouvernement français de l'époque. On n'a pas vu venir. Et je crains, moi, aujourd'hui, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, je crains qu'on ne voit pas venir ce qu'est en train de faire l'Iran à nouveau, qui est en train quand même de faire basculer le Proche et le Moyen-Orient dans un risque de conflit quand même aggravé. Je pense qu'on est sur une
Ah, vous pensez qu'on en est là, mais que l'Iran volontairement, les pasdaran, les gardiens de la révolution, enfin le régime veut aller plus loin. Alors je ne dis pas que le régime veut, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui vous avez vraiment deux tendances au sein du régime. Ça vous l'avez dit. Oui, vous avez une tendance. Ah ben la vraie question, c'est qui commande là actuellement. Aujourd'hui, il semble que Ali Khamenei, qui est quand même le guide, qui est quand même assez malade, continue de tenir quand même le régime, mais il a autour de lui des gens qui sont des idéologues, des purs et des durs. Donc ces gens-là aujourd'hui ne veulent pas perdre. Et prône un peu le durcissement, oui, mais bien sûr, ça se traduit d'ailleurs sur le plan intérieur. On voit bien comment les manifestations étaient réprimées. Et on voit bien, de toute façon, ce qu'ils font aujourd'hui via leur proxy, que ce soit au Yémen, à Gaza, vous le rappeliez André, ou le Hezbollah. On dit toujours que c'est de basse intensité, ce qui est pas faux, ça pourrait être pire que ça, mais on voit bien que ça dure, on voit bien que, quand même, l'air de rien, ça s'intensifie chaque jour. Regardez le nombre de navires occidentaux qui sont arraisonnés, qui sont pilonnés par des drones, dans le Golfe Persique ou en mer Rouge. Ou en mer Rouge avec les Houthis du Yémen qui interviennent là-bas, et puis il y a le Golfe Persique de l'autre côté, effectivement. Oui, alors effectivement, est-ce que ça va s'aggraver du côté du Hezbollah ou autre ? Enfin, voilà, ça c'est qui vivra verra. Juste un mot, je voudrais, avant qu'on ne passe par les auditeurs, vous me racontiez l'histoire de Mahan Air. J'ai découvert cette compagnie d'aviation que je ne connaissais absolument pas, Mahan, M-A-H-A-N Air. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ? Alors, Mahan Air, je le détaille en fait quand j'enquête, en fait, je me rends compte, donc mon enquête, évidemment, je l'amène dans plusieurs pays, notamment des pays du Moyen-Orient, et je me rends compte en fait que cette compagnie, on la retrouve systématiquement au cœur de tous ces trafics, mais surtout lorsque je vais enquêter sur qui la détient. Je me rends compte en fait qu'elle est tenue en fait par des gardiens de la Révolution ou d'anciens hauts dignitaires, mais ce qui n'est pas en soi. C'est pas une indignation. Un scoop, mais je le dis pour peut-être certains de nos diplomates qui nous écoutent et qui pensent qu'il faut discuter avec les réformateurs iraniens. Je me rends compte aussi que c'est tenu par ce qu'on appelle les réformateurs ou réformistes iraniens, donc soi-disant c'est mollahs qui seraient modérés, qui seraient fréquentables et en réalité qui sont derrière tout le business et qui se servent de cette compagnie aérienne. Oui, alors à quoi ? Alors ils transportent de l'or, ils transportent de l'argent, des liquidités, ils transportent des armes, bien sûr. Ils transportent aussi des combattants qu'ils acheminent en fait en Syrie. Et puis ils utilisent en fait très souvent en fait des boucliers humains parce que Mahan Air, c'est une compagnie régulière. Donc, une compagnie répertoriée, etc. Alors aujourd'hui, elle est interdite dans plein de pays, très clairement. Mais c'est une compagnie, en tout cas en Iran, qui est une compagnie régulière, qui continue en fait, à desservir des vols sur un certain nombre de pays en fait proches de l'Iran. Et quand ils embarquent en fait, leurs mitraillettes, leurs mortiers, etc. Ils le font sur des vols civils, en se disant si jamais en fait des services occidentaux ou israéliens savent qu'on transporte ça. Ils n'abattront pas les avions parce que, évidemment, il y a des civils à l'intérieur. On prend des bons boucliers. Donc c'est la compagnie aussi qui est mafieuse en fait par excellence et qui est quand même entièrement tenue par les. Je crois que je donne des indications extrêmement précises. Je tiens à le dire parce que j'ai vraiment enquêté, recoupé. J'ai des documents en fait que j'ai fait recouper aussi auprès de non seulement de spécialistes, mais de gens qui enquêtent pour certains services occidentaux, mais ça m'a été confirmé aussi d'ailleurs par des Iraniens qui s'en cachent pas. Il y a un organigramme qui est très précis en fait de ce qu'est Mahan Air, et encore une fois, elle est aux mains de gens avec qui nos diplomates occidentaux aujourd'hui ont envie de discuter, qui sont des assassins et des mafieux, c'est une réalité. Il faut appeler un chat un chat. Quand on vous suit, quand vous expliquez qu'un Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, on va en parler, vous en parlez dans votre livre, et je ne savais pas qu'il avait dit ça comme ça, et vous le rappelez, Emmanuel Razavi, je retrouve effectivement la citation. Vous dites justement il faut le 19 janvier 2022, donc il y a exactement pratiquement un an, les eurodéputés se prononçaient en faveur de l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Mais 4 jours plus tard, donc il y a exactement un an, le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, expliquait que les 27 ne pouvaient pas décider de les placer sur la liste noire. Il avançait alors un argument des plus fallacieux, selon vous bien sûr. C'est quelque chose qui ne peut être décidé sans un tribunal. Une décision de justice est nécessaire. Vous ne pouvez pas dire je vous considère comme un terroriste parce que je ne vous aime pas. Il a peut-être raison, non ?
L'argument, moi, me paraît un peu court. Il me paraît d'autant plus court, si vous voulez, que là aussi, je suis allé enquêter. Et pour enquêter, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé documenter, en fait, les attentats qui avaient été commis, en fait, sur le sol européen, d'accord, par les gardiens de la Révolution et les services secrets, en fait, iraniens. Je suis allé voir, en fait, des avocats qui sont spécialistes de la question et qui me disent que, en droit, très clairement, l'argument de Borrell ne tient absolument pas, parce que ces crimes sont aujourd'hui documentés. Dans certains cas, il y a des plaintes d'ailleurs qui ont été initiées. Donc, normalement, le corps des gardiens de la Révolution devrait être placé sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Alors, on peut s'interroger effectivement sur les raisons de cela. Joseph Borrell, si vous voulez, il fait face à l'Europe, à des lobbies iraniens. La République islamique d'Iran a déployé énormément de lobbies. Il y a des lobbies de tous les pays. Je donne des noms, puisqu'il y en a un qui a été démis il y a quelques mois à cause de cela. Il y a bien sûr ça, il y a aussi la diplomatie des otages. C'est qu'aujourd'hui, très clairement, les gardiens de la Révolution, le régime iranien fait un chantage permanent qui consiste à dire, si vous nous embêtez, vous aurez du terrorisme contre vos intérêts, en fait, au Moyen-Orient, les intérêts européens, évidemment, occidentaux, mais on prendra aussi des otages. Et on a déjà des otages là-bas. Vous savez qu'il y a 4 Français, actuellement, qui sont détenus, en fait, dans les geôles iraniennes. Donc, il y a une peur panique quand on interroge, en fait, les politiques, hein. Un certain nombre de spécialistes le reconnaissent, hein, disent que c'est aujourd'hui un vrai sujet. Moi, je ne suis pas certain, après, au vu de tout ce que je raconte, que, voilà, ce soit une bonne idée de composer avec ces gens-là. Je pense que si on mettait les gardiens de la Révolution sous sanctions, qu'on continue de geler en fait leurs avoirs, dès lors ça les affaiblirait, et qu'il faut jouer cette carte-là si à un moment donné on veut se débarrasser en fait de ce régime qui est un régime dangereux pour le Moyen-Orient, dangereux pour l'Occident. C'est en tout cas ça pose un certain nombre de problèmes, et quand vous les citez tous dans votre livre, Esteban, je crois que nous avons des auditeurs. On marque une courte pause et après on donnera la parole à Gilles qui nous attend au standard 0826 300 300 pour témoigner à l'antenne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Emmanuel Razavi et nous accueillons Gilles qui nous appelle depuis les Landes. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde, les auditrices et les auditeurs. Voilà. Je souhaitais vous apporter mon témoignage parce que ce que j'entends là, moi je suis allé en Iran il y a 3 ans. 3 ans, c'est pas bien vieux. Ouais. Et le climat que nous décrit votre invité, on a vraiment l'impression que c'est l'Allemagne de 1933 ou 1939, que c'est une terreur permanente, que les gens regardent leurs chaussures et rasent les murs. Enfin voilà. Alors moi je suis allé en Iran, donc je vous disais il y a 3 ans. Ouais. J'ai rencontré des gens de la campagne et des gens des villes, Téhéran bien sûr. Des gens du peuple, hein, pas les dirigeants et pas tous ces gens-là, bien entendu. Ouais. Et j'ai absolument pas, mais alors je pèse mes mots quand je dis ça, je n'ai ressenti aucune pression, j'ai pas rencontré des gens terrorisés, aussi bien à la campagne qu'en ville, hein, je précise. Je ne suis pas resté à Téhéran tout le temps. J'ai fréquenté les restaurants, j'ai fréquenté certains lieux de vie de Téhéran. Oui. Vous n'avez pas ressenti un climat de pression ou d'oppression? Absolument pas. Absolument pas. La première fois que je suis rentré dans un restaurant à Téhéran, j'ai vu des jeunes femmes, des jeunes gens qui s'amusaient, qui riaient, qui avaient fait une grande table à notre gauche. Je m'en souviens parfaitement parce que, évidemment, l'Occident en général m'avait fait un tableau de cet Iran impitoyable et vous y alliez pourquoi, Gilles, juste si c'est pas. J'y allais pour le business et pour le tourisme en même temps. Voilà. J'avais les deux casquettes, si vous voulez. Ce qui m'a permis de prendre mon temps justement pour rencontrer des gens, et je pense que c'est en rencontrant les gens du peuple. Encore une fois, j'insiste, de la ville et de la campagne. J'allais sur les hauts plateaux. Vous leur parliez en anglais, j'imagine. Vous ne parlez pas persan. Non, je parle pas le perse. Ouais. Le perse, pas forcément le persan, mais le perse.
Parce que ces gens-là font des perses, faut pas confondre avec... Oui, tout à fait, monsieur. Mais vous ne parliez pas perse, c'est-à-dire vous parliez et vous aviez un accompagnateur. Excusez-moi, est-ce que vous travaillez aussi pour le tourisme, je veux dire, pour développer le tourisme en Iran, ce qui est tout à fait légitime? C'était une partie de ma mission, bien entendu. Oui, absolument. D'accord. Et le tourisme sur les hauts plateaux et dans les montagnes, dans les rizières, et ainsi de suite. D'accord. Oui, c'est un très beau pays, d'ailleurs. C'est un magnifique pays. Et ce sont de magnifiques gens également. Ce sont de magnifiques personnes. J'ai gardé les contacts. Alors, si vous voulez, quand on passait 3 jours chez l'habitant, on s'embrassait en partant, quoi. Voilà. D'accord. Et je sens absolument pas, mais j'insiste absolument pas, ce climat décrit par votre invité. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la politique internationale et encore moins de celle du Moyen-Orient, mais quand même. Attention. Alors, on va voir ce que dit... Non, mais écoutez, vous avez tout à fait... votre opinion est tout à fait légitime. Emmanuel Razavi, que répondez-vous à cette personne? Il y a plusieurs réponses à faire à ça. C'est que tout le monde va pas faire du business, en fait, en Iran, je le rappelle, quand même, c'est un pays sous sanction. La deuxième chose, c'est que c'était il y a 3 ans. Il a pas dû vous échapper que depuis, en fait, il y a eu une révolution qui a été réprimée dans le sang. Je pense que les images ont été largement diffusées, en fait, dans le monde. On a vu, en fait, le nombre de gens qui ont été tués. Je pense qu'il y a un certain nombre de crimes contre l'humanité en Iran. Je pèse mes mots, qui sont documentés aujourd'hui. Je veux le citer ici. Il y a un grand avocat iranien, franco-iranien, qui est à Paris, d'ailleurs, qui s'appelle Irbod Degani-Azar, qui est en train de travailler à la mise en place avec d'autres avocats internationaux d'une cour pénale internationale pour juger des crimes contre l'humanité commis en Iran. Alors, ça n'empêche pas que les Iraniens, évidemment, ils aillent au restaurant. Ça n'empêche pas que les Iraniens, je suis d'origine iranienne, aiment la fête et le sens, en fait, de du bon accueil. Je pense que ça, c'est très culturel. Depuis la révolution iranienne, il y a toujours eu du tourisme en Iran. Mais je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont allés faire du tourisme en Iran depuis 1 an et demi et qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons iraniennes. Il y a 4 Français, je vous le rappelle, qui sont quand même dans les geôles iraniennes. Il y a d'autres prisonniers, d'autres otages, d'autres nationalités, voilà. Donc, moi, j'entends très bien ce que dit votre auditeur et ça correspond à la réalité, en fait, qu'il a vécu, qui est aussi une réalité. Mais j'ai bien entendu, c'était il y a 3 ans, je crois que depuis 1 an et demi, il se passe autre chose. Et vous savez, à l'époque, je veux le dire parce que je me suis replongé dans la lecture, en fait, de certains témoignages sur l'Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où il y a l'émergence du nazi, vous avez plein, d'ailleurs, des confrères, des journalistes de l'époque, qui vous disent que l'Allemagne, c'est formidable. Et pourtant, il y avait Adolf Hitler, on a vu ce qu'il a fait. Voilà. Donc, moi, je reste évidemment sur ce que je vois, parce que je suis reporter, donc je raconte évidemment ce que je vois, et surtout ce que je recoupe. Gilles, vous voulez réagir? Juste une petite question. Est-ce que vous allez souvent en Iran? Écoutez, monsieur, est-ce que vous allez souvent en Iran? Si vous voulez, en fait, ce genre de questions aujourd'hui. Vous êtes allé en Iran, je crois, il y a 3 ans, c'est cela? Oui, c'est cela. D'accord. Donc, il vous a échappé, oui ou non, en fait, qu'il y avait une révolution, en fait, en septembre 2022. Est-ce qu'il vous a échappé qu'il y avait eu près de 22 000 personnes qui avaient été arrêtées, qu'il y avait eu des centaines de jeunes qui avaient été tués? Vous l'avez vu, je pense. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la même révolution qu'en Libye? Mais je vous parle pas de la Libye, on est en train de parler de l'Iran. Non, mais monsieur, écoutez-moi. En Libye, on a cru à la révolution aussi, d'accord? Et c'était pas une révolution. C'était fomenté par l'Occident, tout simplement. Alors, est-ce qu'on n'a pas affaire à la même chose? Alors écoutez, là, je suis un peu sans voix. Je peux vous raconter une chose, c'est que je discute, moi, énormément avec tous mes canaux iraniens, y compris, en fait, à l'intérieur de l'Iran. Je peux vous dire, en fait, qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à André, il y a une rupture générationnelle, de toute façon, en Iran. Les Iraniens, dans leur majorité, ne veulent plus de l'islam politique. C'est pas l'Occident. C'est les Iraniens qui subissent depuis 45 ans, si vous voulez, une répression infâme d'un régime qui est un régime assassin. Je pèse mes mots. Il faut quand même qu'on l'entende. Et encore une fois, je comprends que vous ayez vu ce que vous avez vu, parce qu'il y a aussi du tourisme en Iran. En tout cas, il y en avait. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus dangereux. Je suis pas sûr que vous iriez faire du tourisme ces jours-ci en Iran sans risquer de vous retrouver emprisonné à Evin, quand même, monsieur. Donc les réalités, elles ont changé depuis 3 ans. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même, si vous voulez, appeler encore une fois un chat et voir le réel tel qu'il est. L'Iran est un régime qui est un régime mafieux. Je pense, vous lirez pas mon livre. Je pense que je donne suffisamment, en fait, d'éléments, en fait, de preuves sur le dossier. Je suis pas le seul à le raconter d'ailleurs. Mais c'est un régime qui tue. Vous savez qu'il y a un jeune homme qui a encore été pendu hier en Iran, simplement parce qu'il avait manifesté. C'est sur tous les réseaux sociaux. Ce sont des réseaux sociaux, en plus, iraniens. Ça vient pas de l'Occident. C'est pas les services secrets occidentaux qui manipulent ça.
Pour le moment, l'Occident n'a pas tellement envie, je pense, d'aller renverser le régime iranien. Ce serait déjà fait si c'était le cas. D'accord. Esteban, je crois qu'il y a des questions. Merci Gilles. On a des questions sur le Facebook. On a une question. Est-ce qu'en écrivant une enquête comme ça, vous n'avez pas peur des représailles, des menaces? Vous avez l'habitude, vous êtes un grand reporter. Et deuxième question, est-ce que vous êtes désormais interdit dans certains pays du Moyen-Orient? Alors, je vais commencer par la seconde. Oui, je suis interdit. Enfin, interdit. Il m'est déconseillé d'aller dans certains pays, en fait, du Moyen-Orient. J'ai notamment, en fait, enquêté à la frontière irako-iranienne. Aujourd'hui, ça m'est très compliqué de retourner en Irak, évidemment, parce qu'il y a les milices iraniennes, parce que, je reviens sur ce que disait votre auditeur, ce pays formidable dresse des listes d'opposants, mais aussi de journalistes. Voilà, dont il dit que s'ils vont, et c'est mon cas, au Moyen-Orient, ils les choperont, ils les tueront. Voilà, donc c'est ça la réalité. Il suffit aussi d'aller le voir, en fait, sur les réseaux sociaux iraniens. Pour la première question dont je ne me souviens plus, je suis désolé. Est-ce qu'en publiant des enquêtes comme ça, vous avez peur des représailles? Écoutez, les représailles, elles sont de fait là. Et puis, j'avoue que je ne veux pas me poser la question aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des gens qui risquent leur vie. D'abord, les gens qui témoignent dans ce livre sont tous quasiment, en fait, sous menace de mort. Voilà, donc je pense plus à eux en fait qu'à moi, très clairement. Et puis, vous savez ça en tant que journaliste, je pense qu'on ne pense pas en permanence en fait aux pressions que l'on a, parce qu'autrement nous ne ferions rien. Si l'on ferait rien. Emmanuel Razavi, au bout du compte, quand on termine la lecture de votre livre, on se dit à la fois c'est encore une fois, l'intérêt, l'éclairage est là, ça y a incontestablement. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui peut changer? Parce que vous dites, oui, il y a 2 générations, il y a effectivement 2 tendances, il y a tout ce qui s'est passé depuis 2022 et même avant, révolte économique, tout ça. Mais on se dit, qu'est-ce qui peut faire que ça change? Alors évidemment, touchant, l'histoire nous montre que aucun régime ne tient ad patres et ad infinitum, et heureusement en tout cas pour la plupart des cas. Mais quand on termine votre livre, on se dit Thierry, mais est-ce qu'il y a une possibilité vraie, compte tenu, je parle pas seulement de la géopolitique mondiale telle qu'elle se déroule aujourd'hui, est-ce qu'il y a, à votre avis, à terme, je dis pas demain ou après-demain, une possibilité de changement? Je crois qu'à terme, il y aura un changement, mais il sera long. Il sera très très long parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les mollahs sont eux en fait qui ont le pouvoir, sont eux qui ont les armes, et donc l'outil répressif, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça va être très très long. Mais ils peuvent pas aller contre des changements sociologiques. Votre auditeur tout à l'heure faisait allusion à ce qui s'est passé en Libye. Vous savez, moi j'ai couvert les printemps arabes, et pendant les printemps arabes, on a vu en fait émerger des gens en fait qui étaient favorables à l'islam politique, donc aux frères musulmans. En Iran, c'est l'inverse. Les jeunes veulent se débarrasser en fait de l'islamisme. Ils le disent, de façon très claire. Donc je pense que cette rupture aujourd'hui, je dis pas qu'elle est encore, elle est consommée si vous voulez sociologiquement, elle n'est pas encore politiquement. Il faut que les oppositions, sans doute aussi iraniennes, s'organisent. Il faut aussi que des États occidentaux, à un moment donné, peut-être amènent leur appui. Or aujourd'hui, ils n'existent pas, enfin ou presque pas. Écoutez, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de volonté en fait directe de soutenir en fait les oppositions démocratiques iraniennes. J'entends, il en manque pas. Il y a des gens extrêmement brillants qui sont capables de prendre le relais en Iran. Mais ça viendra. Il y a une convergence de crise qui est telle en Iran. J'ai parlé de la crise économique, on aurait pu parler de la crise sanitaire, on a parlé de la crise environnementale, qui font que structurellement, ce régime ne peut pas tenir autrement aujourd'hui que par la répression. Ça aura un temps, et puis c'est un régime vieillissant quand même, les clercs du régime, ils n'ont pas 20 ans. Bien sûr. Et en tout cas, c'est un livre que je recommande, je l'ai dit, c'est un livre qu'il faut lire, La face cachée des mollahs, ne fût-ce que effectivement pour avoir des idées et des opinions différentes, et nous continuerons d'ailleurs cette discussion parce que, encore une fois, on ne peut pas expliquer la géopolitique mondiale sans tenir compte de ce qui se passe en Iran. Merci. Merci Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous. Merci infiniment à vous. On rappelle ce livre, La face cachée des mollahs, aux éditions du Cerf. Ça sort en librairie demain. André Berkoff, on sera là de midi à 14h. On recevra le maire de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui sera avec nous pour le face-à-face. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. Bonjour.